Mesdames, Messieurs, bienvenue En direct du bureau du maire. Les 30 prochaines minutes sont destinées à vous informer et à vous donner les grandes lignes et orientations de la ville de Laval. Et pour nous en parler, bien sûr, en direct du bureau du maire, M. Marc Demers. Bonjour, Monsieur le maire, comment allez-vous? Ça va bien, puis vous? Oui, très bien. Un été assez chaud dans le monde municipal. Effectivement. On aura d'ailleurs pas mal de sujets. C'est depuis hier votre premier anniversaire à la tête de la ville de Laval. L'avez-vous fêté d'abord? Et deuxièmement, quel bilan tracez-vous de cette première année au règne de la ville? On l'a mentionné à la dernière assemblée du conseil. Effectivement, le bilan est très positif. Il faut se rappeler que lorsqu'on est arrivé, il y a différents dossiers très chauds. Il y avait le code de crue qui préoccupait près de 700 familles lavalloises et le dossier devrait connaître son dénouement dans les prochains jours. Il y avait les pas de taux dans ma cour avec les taux du Commodore. Alors, il y avait toutes sortes de problèmes au niveau de l'intégrité de la transparence. Alors, on a le projet Val Martin. Alors, on a travaillé l'ensemble de ces dossiers-là et un à un, les solutions sont venues. On règle des problèmes. Alors ça, c'est très intéressant. Et sur le côté aussi positif, la Place Belle, la première pelletée de terre est commencée. On est en train de construire. Pomerleau, le contracteur qui a eu le contrat, il est confiant de respecter les budgets et l'échéancier. Et d'ailleurs, son contrat l'oblige à rencontrer ces conditions-là. Alors, de ce côté-là, c'est un bilan très positif. On a reconstruit l'administration municipale au niveau des structures. Nous avons mis en place des structures qui vont assurer une certaine intégrité, notamment le bureau du vérificateur général, qui a eu des nouveaux outils, des nouveaux budgets. L'Ombudsman qui a eu aussi les outils qu'elle désirait pour assumer son travail, un bureau d'intégrité, un code d'éthique au niveau des élus. Alors, à ce chapitre-là, de remettre de l'ordre, de mettre fin au désordre, je pense qu'il y a un travail énorme qui a été fait. Redorer l'image aussi de Laval. Effectivement. Redonner la confiance aux gens dans l'institution qui est Ville de Laval. Nous avons pris des mesures concrètes aussi pour récupérer les sommes d'argent qui avaient été détournées des avoirs des Lavallois et nous poursuivons cette démarche-là. Alors, dans l'ensemble, il y a eu énormément de travail de fait, c'est très positif. Maintenant, nous sommes à reconstruire Laval. On veut dynamiser l'économie. On a débuté au mois d'avril des rencontres avec les promoteurs. Alors, il y a quelques semaines, il y a eu 120 constructeurs parmi les plus importants de Laval qui se sont réunis bénévolement toute une journée pour nous faire part des problèmes qu'ils avaient, des frustrations et nous suggérer des moyens pour que la ville devienne plus efficace administrativement et stimuler l'économie lavalloise. Donc, vous avez lavé votre linge sale en famille, c'est le cas de le dire, d'une certaine façon. Bien, oui et non, c'était très positif. C'était très positif. Et il y a 2 jours, avec la Chambre de commerce, il y a eu 220 commerçants, entrepreneurs de Ville-Laval qui ont fait un exercice avec la Chambre de commerce. Nous avons parti aussi une consultation populaire qui s'appelle Repensons Laval pour se donner un plan d'aménagement, un plan d'urbanisme et définir ce à quoi nous voudrions que Laval ressemble dans 20 ans. Et l'ensemble des citoyens ont été mis à contribution dans ce chapitre-là, ceux et celles qui voulaient s'impliquer, et nos grands partenaires comme la Chambre de commerce, Tourisme Laval, le Cégep, l'Université. Alors, il y a énormément d'énergie et de personnes qui ont participé à tout cet exercice-là. Et d'ici quelques mois, on devrait avoir un rapport sur l'orientation de ce qu'on voudrait que Laval ressemble. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que la ville de Laval était bien gérée avant, malgré toutes les magouilles qu'il y avait? Mais écoutez, on ne peut pas bien gérer avec des magouilles. Bon, dès le départ. Et les gens qui voulaient travailler pour Laval n'avaient pas une chance égale. Alors, ça coûtait
20 à 30 de plus pour plusieurs services au Lavallois. Alors, ce n'est pas une bonne gestion. Au contraire. Et ce qui a amené une situation économique quand même favorable à l'administration lavalloise, c'est qu'on a laissé l'état des infrastructures dépérir. Alors, c'est un peu le principe des vases communicants. Si je veux avoir des terrains de jeu qui sont adéquats, des facilités adéquates, des routes qui sont le moins de trous possible, il faut investir de l'argent. Bon, on a préféré moins investir, laisser nos arénas dépérir, nos terrains de jeu, nos infrastructures. Donc, la richesse est artificielle de la ville. Effectivement. Et nous allons gérer en éliminant le gaspillage. On va maintenir une bonne cote de crédit, mais on va remettre à niveau les infrastructures pour le plus grand bénéfice des Lavallois. On est guidé par une pensée, d'améliorer la qualité de vie des Lavallois et de rendre la ville, à ce chapitre-là, une des plus efficaces au niveau de l'administration. Donc, il y a beaucoup de rattrapage à faire, vous dites? Au niveau des infrastructures, énormément. Écoutez, la piscine Saint-Vincent-de-Paul, on a dû la fermer pour une question de sécurité parce qu'elle a été négligée depuis peut-être 6-7 ans, que l'administration savait qu'il y aurait dû y avoir des entretiens. Ça ne s'est pas fait. Et là, ça va nous coûter entre 5 et 6 millions pour reconstruire une piscine par manque d'entretien. Il y a des arénas qui, malheureusement, sont pas dignes d'être appelés un aréna, qu'on doit prendre des décisions, soit de démolir, reconstruire, ou soit de rénover. Alors, il y a énormément de décisions de la sorte et on ne peut pas faire ça tout en même temps parce qu'on doit quand même maintenir une offre de service suffisante. Alors, si je décide de rénover 2 arénas et je dois les fermer pendant 6 mois, bien évidemment, c'est la population qui en souffre. Et je vous rappelle que nos jeunes, nos associations, dépensent 1,5 million par année pour louer des arénas à l'extérieur de la ville. Et ça, ce serait de l'argent qu'on pourrait avoir ici. C'est de l'argent qu'on pourrait avoir ici, mais c'est surtout du temps de transport, de déplacement qui est imposé à nos enfants, à nos parents, alors qu'ils payent les taxes pour éviter ce problème-là. Alors, c'est une qualité de vie qu'il faut récupérer. Quelle est votre plus grande surprise au bout d'un an? Bonne ou mauvaise? Ben, ma très grande surprise, c'est que dans toutes les consultations, dans tous les appels qu'on loge pour demander la contribution des gens, il y a à peu près 2 fois plus de personnes qui répondent que notre scénario le plus optimiste. Et c'est les échos qu'on a de la Chambre de commerce, des firmes spécialisées qu'on a engagées pour faire des sondages, faire des consultations, de tourisme Laval, de commission scolaire. Alors, tous les grands acteurs lavallois participent à définir ce qu'on voudrait que Laval soit dans 20 ans. Donc, les gens se sentent concernés. Les gens se sentent concernés, s'impliquent. C'est des gens qui viennent travailler pour nous soumettre leurs idées, leur expertise, leur expérience, et tout ça bénévolement. Ça, c'est la bonne surprise. La mauvaise, est-ce qu'il y en a une? Oui, il y a des mauvaises surprises dans le sens qu'on fait des découvertes au niveau de l'administration assez régulièrement qui sont difficiles à expliquer. Je vous l'ai dit, on a trouvé 5,8 millions dans nos coffres que la Ville a collecté de promoteurs sans aucune base juridique. Bon, on a soumis ça à la vérificatrice générale. On attend son rapport pour voir si le problème est plus grand que ça. Maintenant, nous allons devoir disposer de l'argent. Le promoteur qui l'a payé à la Ville a vendu des maisons. Donc, c'est probablement l'acheteur qui l'a déboursé. On ne peut pas le remettre au promoteur. Alors, il y a toutes sortes de situations assez délicates que nous allons devoir gérer. Et le nombre de ces situations-là est assez surprenant. C'est probablement le mauvais côté, la surprise négative. Je vous ai parlé d'un automne chaud dans le monde municipal. On vient d'avoir le pacte fiscal, manque à gagner de 300 millions de dollars. Vous vous êtes rallié
à 4 autres maires de grandes villes, et pas les moindres. On va parler de Gatineau, Longueuil, Saguenay, Trois-Rivières pour dénoncer ces coupures. Quel impact que ça a sur Laval, l'impact fiscal? C'est tout près de 15 millions de manque à gagner. Maintenant, ce manque à gagner-là, c'est évidemment pour le budget de 2015, mais on ne sait pas si ça sera récurrent. Ouais. Alors, 15 millions, c'est une somme importante. Il faut se rappeler que on nous a dit, écoutez, on coupe 300 millions parce que les villes ont des surplus. Je vous donne l'exemple de Laval. Le gouvernement a fait le projet de loi 3 parce que Ville de Laval avait un déficit de 264 millions au chapitre du Fonds de pension des employés. Après ça, on nous dit qu'on a un surplus de 111 millions. Bon, si on additionne les deux colonnes, on voit bien qu'on est déficitaire. Clairement, oui. Et sur le 111 millions, il y a 92 millions qui est déjà assigné pour régler des problèmes dans les parcs, les arénas, les mises à niveau des différents services et des infrastructures. Alors, il nous reste environ 20 millions de réellement de surplus. L'année passée, on a fait un surplus de 17 millions. Une ville n'a pas le droit de faire un déficit dans son budget. 2, lorsque tu fais ton budget, il faut que tu prévoies tes obligations financières. À la Ville de Laval, s'il y a une tempête de neige qu'on n'a pas prévue, c'est 5 millions que ça coûte. Alors, à 17 millions, on a 2 tempêtes de neige imprévues, puis la piscine Saint-Vincent-de-Paul, puis on tombe à 0. Elle vient de foutre le camp, oui. Alors, c'est une marge de manœuvre très, très mince. Et à ce chapitre-là, si on regarde les budgets globaux des villes et qu'on additionne les passifs, les actifs, on se rend compte que les villes sont déficitaires. Et nous allons devoir prendre des décisions courageuses, à savoir quels services qu'on peut réduire, qu'on peut regarder et voir l'augmentation de taxes qui découlera de cet exercice-là. Parce qu'il y a 2 façons de le prendre. Ou bien on l'absorbe, ou bien on le refile d'une certaine façon sur le compte de taxes. On n'a pas le choix. Effectivement. La voie que vous privilégiez, c'est celle de l'ajouter au compte de taxes? La voie qu'on privilégie, c'est de regarder quelles sont les conséquences de l'absorber, quelles sont les conséquences acceptables, et ce qui ne nous apparaît pas acceptable, on va l'ajouter au compte de taxes. Malgré tout ça, on a un objectif de garder les taxes bases. Je vous rappelle que les 2 dernières années, le compte de taxes pour les résidences à Ville de Laval a été gelé. Alors, nos revenus de taxes sur le résidentiel a été gelé les 2 dernières années. Cette année, ça nous sera impossible. Ouais. On visait le coût de la vie. C'est-à-dire 1 point quelque chose. 1,8-2 C'est ça. Alors, c'est ce qu'on visait. C'était notre objectif. Mais là, il faut retourner au tableau et redessiner tout ça. Parlons de l'abolition des centres locaux de développement, des CRE, des centres emploi jeunesse. Ça aussi, c'est un dur coup pour Laval. Écoutez, premièrement, c'est un dur coup. On sait l'abolition, on ne connaît pas quelles conditions. Et notre préoccupation, c'est que Ville de Laval, économiquement, est très dynamique. Le produit intérieur brut de Ville de Laval, l'indice des dernières années, est à peu près 5 %. La moyenne de la province est 2,9 %. Alors, ce qu'on se dit qu'il faut faire dans une période où l'économie va moins bien, c'est de stimuler l'économie. Et à l'heure actuelle, les mesures sont faites pour couper les budgets où on stimule l'économie. Alors, dans ce sens-là, c'est un peu difficile à expliquer. Et je vous dirais qu'au Québec, les municipalités sont un levier économique considérable à cause des investissements au niveau des infrastructures, à cause des budgets municipaux, mais à cause aussi qu'on se donne les moyens pour aller chercher des entreprises en Ontario, aux États-Unis, en Europe, et de les amener au Québec. Mais il faut leur donner aussi des conditions gagnantes. Effectivement. Alors, la stratégie de couper dans les municipalités me laisse un peu perplexe. Et au bout de la ligne, si on coupe des municipalités, mais que les municipalités sont obligées de taxer
le citoyen, écoutez, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est de protéger la capacité de payer des citoyens. C'est pour ça que le gouvernement veut équilibrer son budget. C'est-à-dire qu'il équilibre son budget, mais vient pelleter les déficits dans ceux des villes. En partie, dans Et ça va avoir un effet. Mais c'est le même citoyen qui paye. Exactement, c'est juste la poche différente, c'est-à-dire celle de gauche et celle de droite. Ça va probablement avoir aussi un effet sur l'économie en général. Effectivement. Moi, je vous donnerai une image. C'est comme si une équipe de baseball commence à liquider ses meilleurs joueurs. Mais c'est aussi les meilleurs joueurs qui sont le meilleur levier économique. Oui. Alors, pour moi, les municipalités sont probablement le levier économique le plus important de la province et dans l'ensemble du pays. Vous êtes assis avec le ministre Moreau pour lui en parler? J'en ai parlé à M. Moreau, mais les décisions sont prises. On en a parlé à différentes occasions aussi avec des élus. Les décisions sont prises. On doit vivre avec. On doit vivre avec. Parlons maintenant du surplus de 17,1 millions de dollars en 2013 pour Ville de Laval. C'est un vrai surplus ou c'est un faux surplus, ça? C'est un surplus, mais comme je vous dis, les surplus, puisqu'on ne peut pas faire de déficit et qu'il faut prévoir les tempêtes de neige, les perturbations sociales. S'il commence à y avoir beaucoup de manifestations, on a besoin de réserves. Si on pense au printemps érable. Oui, érable. Oui. À Montréal, les coûts du service de police ont explosé. Alors, s'il arrive un malheur, une catastrophe dans une ville, il faut avoir les ressources pour l'affronter, s'il arrive des tempêtes de neige. Alors, c'est réellement l'assurance minimale que sur un budget de 760 millions qu'on peut avoir 17 millions. Et ce surplus-là, on l'accumule et après, on s'en sert pour mettre à niveau nos infrastructures. Il vaut mieux l'utiliser de toute façon, parce que sinon, on le perd, c'est ça. Alors, nos surplus sont déjà destinés à différents projets. Construire une nouvelle aréna, parce que la population augmente. Construire des infrastructures, des parcs. Alors, la population augmente. On ne peut pas laisser nos infrastructures telles quelles. Vous avez déposé, entre autres, une liste de recommandations dans un mémoire à la commission Charbonneau. En tant qu'élu de Ville de Laval, vous étiez bien placé pour faire des recommandations. Quelles sont, entre autres, certaines des recommandations que vous voudriez voir être éventuellement en force de loi? Il y a des petites choses très simples qui ne coûtent rien. À titre d'exemple, il y a une prescription qui est imposée au directeur général des élections. Et s'il se rend compte qu'il y a une anomalie qui date de plus de 5 ans, bon, il n'y a plus de juridiction. Ça, on dit que ça devrait être 10 ans. Ça coûte le temps de changer un chiffre d'un texte de loi. Et ça permettrait au directeur général des élections de soulever différentes anomalies et de s'assurer de pouvoir traiter les cas. Et récupérer de l'argent. De récupérer de l'argent. À l'heure actuelle, la loi prévoit que si on fait une plainte au ministère des Affaires municipales, pour qu'il y ait enquête, ça prend l'autorisation du ministre et le ministre doit aviser la personne qui se fait enquêter. Alors, c'est une des rares places dans notre système où le juridique est conditionné par le politique. Ça devrait être une instance tout à fait à part qui prend ces plaintes-là et qui décide si elles enquêtent ou pas. Alors, et c'est encore là, ça ne coûte rien. On a aussi suggéré que les gens qui sont des solliciteurs de fonds pour les partis politiques, c'est des personnes autorisées, que ces personnes-là ne puissent pas être des gens qui vont donner des services au gouvernement ou à l'instance pour laquelle ils ont été actifs. Alors, ça éviterait qu'un bureau d'ingénieur, qu'une firme privée puisse faire une soirée, remettre un beau chèque de 40 000 $ à un élu en disant « Je finance ta campagne électorale ». Parce que pour 40 000 $ tu peux être tenté de renvoyer l'ascenseur. Pour 100 $, il n'y aura pas un ascenseur. Alors, encore là, ce sont des mesures législatives qui ne coûtent rien. L'article 260 de la loi de police, qui a été voté en 1997 à peu près,
oblige un policier à dénoncer un collègue s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il a commis un geste illégal. On dit le même principe devrait s'appliquer aux élus. Entre élus, bien sûr. Effectivement, et au cadre supérieur d'une ville, pour éviter d'entendre des gens témoigner et dire bah, c'était pas mon rôle de dénoncer. Je savais qu'il y avait du vol, je savais qu'il y avait de la collusion, mais moi, j'étais là pour gérer, pas pour dénoncer. Alors, on ne peut pas se laver les mains de ça. Alors, il y a eu des recommandations comme ça, des recommandations, je crois, qui sont bien fondées en droit. Nos avocats ont passé dessus, et qui coûtent pas grand-chose. Et c'est basé aussi sur l'expérience malheureuse qui a été vécue à Ville-de-Laval. Vous avez bon espoir que les choses vont changer? Les choses ont déjà changé à Ville-de-Laval. Je parle dans le monde municipal en général. Je pense que oui. Je pense que la Commission Charbonneau, l'UPAC et plusieurs mesures qui ont été prises vont changer des choses et le monde municipal devrait servir la population d'une façon plus efficace, je pense, pour l'avenir. Parlons de la loi 3. Est-ce que votre bilan actuariel est fait ici à Ville-de-Laval? Parce que plusieurs villes devaient le déposer au 31 décembre et ils ne l'ont pas fait encore. On doit refaire le bilan actuariel en date. Puis là, on va attendre la date que le projet de loi va donner. Mais à titre d'exemple, au 31 décembre 2013. Alors, ça, on fait le point dans le temps, on fait le portrait ou l'image du fonds de pension. Alors, ce n'est pas fait à Ville-de-Laval. On a une estimée approximative, OK, parce qu'on voulait avoir à peu près les conséquences du projet de loi 3 et le gouvernement aussi, mais ça doit être fait. Et ça, pour l'ensemble des municipalités et des fonds de pension au Québec. Passons aux bonnes nouvelles. Oui. Un bilan très positif par l'Association du transport urbain du Québec, qui représente 9 sociétés de transport au Québec et qui parle de la STL en disant qu'elle a assuré 21,4 millions de déplacements, 380 000 déplacements en transport adapté. Pour la même année, donc 2013, l'entreprise employait 853 personnes à temps plein. La STL a un budget d'exploitation de 112,9 millions de dollars, tandis que les sommes consacrées aux immobilisations s'élevaient à 15,2. Continuer certains autres chiffres. D'un point de vue régional, la STL aura injecté 38,7 millions dans l'économie de la région administrative de Laval. Au total, en 2013, la STL a injecté plus de 128 millions dans l'économie du Québec. Les activités de la STL ont permis de générer des recettes fiscales, si on aime toujours ça, 20,7 pour le gouvernement du Québec et 7,6 pour le gouvernement fédéral. C'est toute une performance, ça, pour la STL. Effectivement, on est très fiers de notre société de transport. Et non seulement qu'elle est très bien gérée, mais elle est aussi à la fine pointe de la technologie et ils sont très, très aux aguets de toute amélioration qui pourrait avoir un impact significatif au niveau du budget ou au niveau du service des employés. Malheureusement, à cause de la situation financière, on ne pourra pas atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'était fixés. Et je le réitère, je suis peut-être un peu fatigant là-dedans, mais Ville-de-Laval est la seule ville au Québec qui offre le transport gratuit pour ses aînés 24 heures par jour. Et l'été, des facilités pour accommoder nos jeunes, ainsi qu'un transport adapté qui offre un des meilleurs services au Québec. Et on a renouvelé la convention collective. Il y a une entente de principe et ça devrait se signer dans les prochains jours. Parlons de l'autoroute 19. Ça fait consensus sur la Couronne Nord. Vous faites partie, bien sûr, de ce consensus. Où est-ce qu'on est rendu dans ce processus-là? La balle est sur le terrain du ministère du Transport, du ministre Poetti, et il nous a fait part de son intention de pouvoir réaliser le projet selon les échéanciers prévus. Évidemment, c'est un projet qui va prendre quelques années, mais c'est un projet important qui est essentiel. Un, pour la qualité de vie, les gens qui utilisent cette route-là. Deux, pour l'environnement, la qualité de l'air. Et ce sera un levier important pour privilégier aussi le transport en commun, ainsi qu'une piste cyclable. Alors, et c'est probablement un bon moment pour le faire parce que dans 10 ans,
Il va coûter beaucoup plus mal plus cher cher. à réaliser et il sera tout aussi essentiel. Et ça va aussi aérer la 15 et les autres C'est vrai. voies On avait un peu de temps, ça. rapides. Est-ce que vous pensez que le prolongement de la 19 va se faire avant la Place Belle? La Place Belle avant? La place Belle devrait être complétée pour 2017. L'autoroute 440 qui va être baptisée au nom du premier maire de Laval, Jean-Noël Lavoie. Effectivement. Dans le cadre des festivités du 50e, d'ailleurs, vous allez annoncer, les festivités vont être lancées à partir du 25 novembre. Donc, c'est la fête à Laval. Enfin, on célèbre et souligne quelque chose de souriant pour Laval. Effectivement, le 25 novembre, la programmation sera annoncée. Il y a une liste de 42 projets citoyens qui sera annoncée. On est en train de compléter les ententes, les protocoles, parce que c'est de l'argent public et il y a un protocole comment chaque groupe, chaque projet doit rendre des comptes. Et le 31 décembre, et là j'en profite pour inviter tous les Lavalloises, les Lavallois et leurs familles, il y aura au Centropolis un décompte, un feu d'artifice et plusieurs artistes québécois qui vont donner un spectacle tout à fait gratuit pour célébrer la venue du 50e anniversaire de Ville de Laval. Et on fait ça le 31 décembre. Au Centropolis. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez la petite moustache pour appuyer le Movember. Effectivement. Pourquoi êtes-vous sensible à cette cause, M. le maire? Écoutez, je pense que tout le monde a dans son entourage des gens qui ont été atteints par cette terrible maladie. Il y a eu des progrès immenses de fait depuis un certain nombre d'années, mais ces progrès-là, c'est pas gratuit, c'est pas facile, ça nécessite un effort au niveau de la recherche. Alors, il faut encourager les fonds pour la recherche. Alors, c'est dans ce but-là que je l'ai fait et je vous dis que ça me surprend tous les matins quand je me lève et je le vois dans le miroir. J'ai l'impression de ressembler à un morse, mais Ça va pousser à un moment c'est pour donné. la bonne cause. OK. Je vous laisse les 30 dernières secondes de l'émission pour vous adresser à vos citoyens et citoyennes. Alors, merci d'être à l'écoute et il est important pour nous que tout le monde participe aux célébrations du 50e anniversaire. Alors, portez une attention. En 2015, c'est l'année où Ville de Laval va tourner la page et va arriver avec une nouvelle qualité de vie, une nouvelle fierté, un nouvel élan économique. Et on a besoin de la collaboration de tout le monde, la participation de tout le monde à cet effet-là. Merci. Merci, M. le maire. Puis vous avez, pour l'année 2015, un peu de temps devant vous pour apprendre la chanson « Tourne la page » de Nathalie et René Simard. C'est un défi que je vous lance comme ça. Vous voulez pas m'entendre chanter? Non, c'est ça. Hein. Non. Monsieur le maire, merci infiniment. Merci. On se rencontre le mois prochain. Merci d'avoir été à l'écoute et au mois prochain.